Est-ce que vous vous souvenez, il y a quelques années, de cette couverture de magazine qui avait assez frappé les esprits, la France moche, halte à la Ah France oui, moche. un petit magazine, voilà. Et les centres et les zones, enfin les zones et les centres commerciaux n'étaient pas tout à fait Ouais. pour rien. C'est le sujet qu'on va évoquer, une épineuse question qui est à la fois esthétique, commerciale, urbanistique, avec votre invité Christophe Onodibio, qui est Virginie Picon-Lefebvre. Bah oui, Virginie Picon-Lefebvre, architecte, urbaniste, professeure à l'École nationale supérieure d'architecture Paris-Belleville, après avoir enseigné notamment à Harvard. Virginie, c'est vrai, la France moche, les centres commerciaux. Quand on regarde, c'est pas avoir une vue un peu biaisée que de constater quand on porte son regard sur une agglomération française, de nombreuses agglomérations françaises, pas à Nice, évidemment. Qu'est-ce qu'on a? On a des HLM qui poussent comme des champignons, on a des gares, on parlera de la gare du Nord, des gares centenaires transformées en duty-free d'aéroport, des villes mitoyennes qui s'homogénéisent, qui fait qu'on n'a même plus de rupture, ça galope, architecturalement parlant. Et puis face à ça, on se dit qu'on pourrait peut-être privilégier ce qui est déjà là. On pourrait peut-être éviter de transformer la cité en une superposition de zones de chalandise. Et ça tombe bien parce que c'est votre volonté. Vous avez beaucoup travaillé là-dessus, Virginie. Donc merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Voilà. Et je rappelle juste, parce que ça mérite aussi d'être précisé, que vous avez aussi d'ailleurs enseigné à l'école des Ponts, à l'école d'architecture Paris-Malaquais, que vous avez fondé un laboratoire qui s'appelle le LIAT, Laboratoire Infrastructure, Architecture et Territoire. Donc on est vraiment en plein dans le sujet. Et puis vous êtes aussi docteur en histoire, et c'est important quand on réfléchit à la ville de parler d'histoire. Et vous avez publié, parce que c'est aussi important d'écrire, La fabrique du bonheur, on en parlera. Est-ce que la ville est une fabrique du bonheur? Et vous avez travaillé aussi sur la défense, et vous avez même dirigé avec Pierre Chabar un dictionnaire historique et un atlas de la défense, qui a souvent été pris comme exemple, ou bon exemple, ou mauvais exemple d'architecture. Alors pour commencer, dans le vif, votre regard sur Nice. Écoutez, je trouve que Nice est une ville qui, quand on arrive et quand on se lève le matin, est absolument éblouissante. Et à la fois, c'est une ville dont on sait que l'histoire est presque entièrement liée à cette question de la fabrique du bonheur, ou plutôt de cette ville des loisirs et du tourisme. Le maire l'a dit ce matin, depuis fort longtemps. Et que cette question-là, c'est une question qui est finalement propre à Nice, peut-être plus que toute autre ville. Parce que c'était la belle époque, c'était les bains, parce que c'est Matisse, parce voilà. que c'est la belle époque, parce que c'est voilà, et que Nice, d'une certaine manière, s'est nourrie de cette histoire de la fabrique du bonheur. On a baptisé cette rencontre un peu, ça c'est très le point, centres commerciaux partout, ville désirable nulle part, parce qu'on adore, nous, provoquer le débat. Centres commerciaux partout, on peut en avoir une image, hein, chacun de nous. Une ville désirable, qu'est-ce que c'est qu'une ville désirable? Alors, bon, déjà, étant donné la variété des intervenants ce matin, je pense qu'il y a mille manières de désirer quelque chose. Donc, on l'a vu. On l'a vu. Mais le désir s'est exprimé, d'ailleurs. Le désir s'est exprimé très fort. Non, je pense que dans la ville désirable, c'est pas tellement la ville qui est désirable, c'est plutôt les éléments que l'on met en place pour que la ville attire le désir des autres. C'est d'une certaine manière un échange, cette question du désir. Mais c'est quoi aujourd'hui? Parce que c'est vrai que le désir, on pouvait se dire, on venait avant à la ville pour trouver du travail, par exemple. Qu'est-ce qu'aujourd'hui dans la ville telle qu'elle se dessine, et peut-être, ça a été rappelé ce matin, particulièrement depuis la pandémie, quels sont les nouveaux désirs qui s'expriment pour la ville? Alors moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que cette histoire du désir, elle est beaucoup plus longue que ça. Que la question du tourisme, c'est aller voir ailleurs parce qu'on désire y aller. Personne n'est obligé de faire du tourisme, jamais. Alors que vous êtes obligé de travailler pour vivre si vous n'avez pas des rentes. Et cette question du désir et du tourisme, elles sont effectivement très liées. Et ça a commencé pratiquement dès la fin du XVIIe, début XVIIIe. Nice est la reine de ces villes-là, sans doute.
Et je pense que cette question du désir, de ce qu'on a mis en place, a beaucoup évolué parce que le désir a changé. Alors déjà, on ne peut pas dire le désir, mais les désirs ont changé. Le désir d'écologie, par exemple. Le désir aussi, d'écologie, qui est relativement nouveau. Mais je sais qu'il y a déjà une vingtaine d'années, pas simplement en Europe, aux États-Unis, on a eu le désir du centre-ville. Le désir du centre-ville, du retour vers le centre-ville. Pourquoi ? Parce que c'est là où on s'amuse, c'est là où il y a les théâtres, et que dans la vie de banlieue, qu'on désire par ailleurs, on l'a vu aussi, il n'y a pas tout ça. Et qu'on a cru que la télévision allait pouvoir le remplacer. La télévision, c'était le théâtre, tout ce qu'on pouvait imaginer dans sa maison, et finalement, ça ne suffit pas. Et qu'il y a un désir d'être ensemble, un désir de ville, d'être dans des bâtiments et des architectures sans doute aussi extraordinaires, qu'on ne trouve pas dans le développement périphérique depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors justement, pour mieux comprendre cette évolution, vous avez voulu nous montrer, là je vais m'adresser à Romain, s'il m'entend, une sorte de rapide chronologie en images, des étapes en fait qui ont mené à l'idée, enfin plutôt à cette transformation de la ville telle qu'on la connaît aujourd'hui. Voilà. Alors il faut qu'on se tourne parce qu'on n'a pas le retour. Ça va pas. Le retour n'est pas là. Si, ça y est. Donc, en fait, c'est vraiment quelques images, hein, parce que je connais le pouvoir des images et je sais qu'une bonne image remplace de longs discours. On peut aller vite. Hein. Là, c'est cette espèce d'idée de la culture et de l'art partagé dans les musées. Les grands musées sont créés au début du 19e siècle. Bon, ici, on a le Louvre, on peut passer. Ça, c'est cette espèce de collection, hein, cette folie de la collection qui va donner ces musées. Et ce pouvoir des grandes villes aussi. Parce que ce n'est pas simplement 139 €, c'est 139 € pour entretenir les collections du Louvre. Oui, vous rappelez, 139 € pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi. Tout le monde n'a pas la chance, toutes les villes n'ont pas la chance d'avoir le Louvre sur leur territoire. Et quand vous devez entretenir je ne sais pas combien de milliers d'œuvres, évidemment, ça coûte de l'argent. Oui, c'est 139 € en fait de dotation par habitant pour chaque francilien, contre 15 € quand on n'est pas en Île-de-France. Oui, alors nous à Paris, on a la chance d'avoir le Louvre, donc ça coûte cher. Voilà. C'est vrai. Alors, si on passe un peu, donc les musées, on a compris. Voilà. Ensuite, il y a cette espèce d'amour, de folie, on pourrait dire pour l'Italie, pour Rome, qui participe de ce désir des villes. La reine des villes, c'est pas Nice, c'est Rome. Et donc cette connaissance, cette connaissance qu'on a eue de ces villes, par l'architecture aussi, parce que les architectes ont été envoyés à Rome, ces fameux Grands Prix de Rome, pour dessiner la ville et pour ramener ces morceaux qui ont été ensuite diffusés dans l'Europe, si c'est dans le monde entier, et qui a servi de modèle. Donc le voyage, le désir des villes, c'est aussi la nourriture de l'architecture. Oui, on peut continuer. Hein, et ces voyages immobiles qui étaient les jardins, donc ça c'est le hameau de Marie-Antoinette, au XVIIIe siècle, des grandes villes de loisirs, une des premières sans doute, expressément avec une économie pour les loisirs, c'est Bath. Ah oui. Donc c'est fin du XVIIIe siècle, oui. On continue. Et voilà, évidemment, on ne pouvait pas rater la promenade des Anglais avec ce fameux casino qui a brûlé et qui n'existe plus aujourd'hui. On peut passer. Et puis, j'ai entendu ce matin le maire de Nice dire on ne veut pas du tourisme de masse. Il a dit quelque chose comme ça. Oui, il a dit comme ça. Oui. Il a dit comme ça. Et il faut savoir que c'est très difficile de discriminer les touristes, de masse ou pas de masse. Et il y a quelqu'un qui a contribué très largement à diffuser le tourisme de masse, c'est Cook. Thomas Cook, oui. Qui a ouvert donc dès les années 1850, donc ça date pas d'hier, le tourisme à des gens qui n'étaient pas des grands seigneurs ou des grands bourgeois, en organisant donc des voyages très rapidement dans le monde entier. Et moi, je pense qu'on ne peut pas tellement... c'est difficile de dire on ne veut pas du tourisme de masse, parce que qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut développer sa ville ? Est-ce qu'on veut sélectionner les gens qui ont le plus d'argent ? C'est un peu compliqué. Alors précisément, Virginie, est-ce qu'on a... Oui, il y en a d'autres. Non, on a d'autres images. Oui, alors là, c'est le tourisme de masse, peut-être par définition, mais on parlait des distances. Là, c'est le tourisme de masse à proximité. Coney Island. Voilà. C'est Coney Island, donc c'était pour les New-Yorkais. Donc on prenait le train et on allait... en bord de mer, s'amuser dans ces attractions qui n'existent plus aujourd'hui. On s'excentrait quand même là. On s'excentrait, mais du centre vers la périphérie. Je pense que c'est intéressant par rapport à la discussion qu'on a eue aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans le centre, qu'est-ce qu'il y a dans la périphérie ? Dans la périphérie, il peut y avoir aussi de la place pour de nouvelles attractions. On peut continuer. Et puis, bon, ça c'est une date historique, hein, c'est le développement vraiment de cette ville du 19e. Ça c'est le Crystal Palace de 1851, la première exposition universelle. Un énorme succès et qui va profondément changer
le destin d'une ville comme Paris, qui va en organiser 5 avant 1900. C'est quand même absolument considérable. Et toute la section urbaine, je ne sais pas s'il n'y a pas des gens qui vont à Paris, peut-être, mais je sais que je ne parle pas des Parisiens, du pont Alexandre III, c'est-à-dire en gros du Grand Palais jusqu'à la Tour Eiffel, c'est un lieu majeur du tourisme mondial et qui a été formé pour les expositions universelles. Donc il y a des événements aussi, c'est ça que je voulais dire. Dans cette question de la ville, du désir et des loisirs, il y a des événements qui ont marqué l'histoire des villes. Encore aujourd'hui, les Jeux Olympiques, par exemple. Voilà. L'arrivée des Jeux Olympiques. On y vient aux Jeux Olympiques. Voilà. On continue. Et puis les grands magasins, donc le commerce, puisque c'était le sujet. Ouais. Les grands magasins, il faut savoir que ça commence en fait en Europe dès le début du 19e, donc assez tôt, les années 1820, 1830. Pour ceux qu'on connaît, c'est plutôt 1865. Donc il n'en existe que très peu. C'était un moment particulier de l'histoire des villes, ces grands magasins. Et à Paris, par exemple, ils ont pratiquement tous été détruits. Voilà. Là, on va arriver au sujet. Je vous ai mis une petite image de la façade de la gare du Nord, donc d'un architecte qui s'appelle Hittorf. C'est 1861-1866. Donc c'est juste avant la fin de l'Empire, la chute de l'Empire. Suivante. Bon, ça, c'est l'invention des Jeux Olympiques, puisque la gare du Nord, dont on va parler, c'est la rencontre entre la question de la ville olympique qui va arriver par la gare du Nord et la ville de Paris. Donc, c'est un point de rencontre. Ça, c'est pour ne pas oublier que la première destination touristique de la région parisienne, c'est Disneyland. Oui, c'est Walt Disney qu'on voit, Là, le monsieur à petite moustache. Ouais, voilà. Ouais. Inaugurant le premier Disneyland en 1952. Ça, c'est pour introduire une question qui est une question sur qu'est-ce que c'est que finalement aujourd'hui la nature et qu'est-ce que c'est que les attractions, qu'est-ce que c'est que cette ville désirable. Aujourd'hui, c'est imaginable encore ce genre d'installation, justement, oui, bien sûr. Même avec ce culte de la nature, parce que là, quand même, ça perd. Mais c'est une fausse nature. C'est une fausse nature. Oui, c'est comme le rocher des singes du bois de Vincennes. Oui, c'est ça. Voilà, et puis bon, là, c'est la Côte d'Azur, l'invention de l'autoroute, suivante. L'invention des stations de sport d'hiver, on est dans les années 60, suivante. C'est Flaine avec un grand architecte. Et puis, de manière plus récente, on oublie toujours les villes désirables, les villes commerciales. La première d'entre elles, c'est Las Vegas. Donc Las Vegas, et puis très vite, en quelques centaines de milliers. C'est étonnant, je pensais sur... Ça, c'est Dubaï. Sur l'image précédente, des sports d'hiver, parce que ces phénomènes de réhabilitation presque mentale, je pensais aux arcs, aux grands projets de cette grande architecte, Charlotte Perriand, qui aujourd'hui sont le summum de le nec plus ultra, alors que ça a été aussi qu'on a critiqué ces grands ensembles aux arcs. C'est-à-dire qu'on change aussi, nous, dans notre perception. Bien sûr, on change dans la perception des choses. Ici, c'est une station qui a été pratiquement, dès qu'elle a été construite, détestée, parce qu'on peut détester aussi l'architecture. C'est Flaine de Marcel Breuer, et qui finalement aujourd'hui est une station plutôt reconnue pour son architecture, effectivement. Donc il y a des effets de mode dans ce désir des villes. Là, c'est la ville, d'une certaine manière, c'est Fun City, c'est la ville où on s'amuse. Ça, c'est une image d'un architecte qui a très probablement orienté le choix des architectes Piano et Rogers pour le Centre Pompidou. C'est un groupe d'architectes radicaux qui s'appelle Archigramme, qui n'ont pas construit grand-chose, mais qui ont créé cette idée que la ville n'était pas simplement le lieu de l'industrie, mais le lieu où on pouvait s'amuser, le lieu de la culture, et qui a donné très concrètement la forme, on pourrait dire, de ce qu'est le Centre Pompidou, qui a été un moment important, je pense, dans cette histoire. Et aussi détesté au début, enfin avec ses partisans, comme la Tour Eiffel dont on parlait avec Rudy Ciotti tout à l'heure. Très critiqué, oui. Bon, là, c'est la fin, donc ça, c'est Donc là, vous voulez stimuler nos imaginaires et montrer un peu toutes les perspectives qu'offre ce débat. Et vous faire comprendre aussi les ambiguïtés qu'il y a dans ces projets-là. Donc ça, c'est le Grand Paris de François Mitterrand, la pyramide. Et la pyramide, c'est aussi la construction d'un mall, donc d'un centre commercial absolument gigantesque, qui est une des entrées du musée, notamment quand on vient par les transports en commun. Par le commerce. Par le commerce, oui. Alors justement, peut-être qu'on va... Voilà, c'est la dernière image. C'était la dernière image. Et là, vous vouliez... Notre-Dame, alors oui, parce qu'on en a parlé, nous, tout à l'heure. Pourquoi Notre-Dame et le commerce. Au fond, c'est pas forcément évident, mais vous avez l'explication. C'est pas forcément évident. Ce qu'il y a, et d'ailleurs, c'est quand vous dites que je m'élève contre ces projets, c'est pas forcément évident. Et ça pose vraiment des questions compliquées, parce que c'est des moments où, finalement, on pourrait dire le monument, plus
plus la religion, parce que quand même Notre-Dame est une cathédrale, plus le commerce rentrent en collision, et surtout avec une Parce qu'on n'a pas dit ce que c'était. Il y a Notre-Dame oui, et puis cette sphère. Voilà, si c'est cette possible, sphère la dernière image. On peut revenir en arrière. Voilà, celle-là, on y est là. Très bien, parce que moi, je ne la vois pas. Là, on voit en fait un projet qui a été fait par un architecte qui s'appelle Dominique Perrault, et qui, avec un des acteurs de la construction des centres commerciaux, je crois que c'était Unibail, là, un des grands acteurs, a fait un projet en 2017 où une grande partie de l'île de la Cité, qui est aujourd'hui un peu pas abandonnée, mais depuis qu'on a construit un nouveau tribunal à l'extérieur, en bordure du périphérique, ces bâtiments sont un peu inutiles, donc c'est le palais de justice, et donc de faire une espèce de grand projet de centre commercial qui irait du palais de justice, donc qui est à la gauche de l'image, jusqu'à Notre-Dame, y compris sous le parvis, et qui a quand même suscité, enfin en tout cas de ma part, un certain nombre de critiques, puisque on a à Paris un des principaux centres commerciaux qui est au Halles. On en a un autre très important du même opérateur à la Défense, aux Quatre-Temps. On en avait en projet donc à la gare du Nord à l'époque également. Et on se dit, mais c'est pas possible, Paris ne va pas devenir un grand centre commercial, il y a un moment, il faut s'arrêter. Donc là, c'est un projet de centre commercial à côté de Notre-Dame. Du palais de justice jusqu'à pratiquement Parvis Notre-Dame, avec, quand on dit centre commercial aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu les chiffres, ce qui fonctionne, c'est également des divertissements. Donc il y a, y compris à la gare du Nord, il y avait une salle de spectacle qui était... Donc ce que vous reprochez justement à ces projets, c'est de commercialiser tout, même pour le coup là, la religion ou disons le spirituel. À chaque fois, c'est-à-dire, il y a cette espèce d'idée, il y a la gare des Halles, qui est un centre commercial, c'est 700 000 personnes environ qui passent chaque jour. Donc évidemment, c'est naturel, on se dit, on va capter cette population et on va la faire consommer. Ok, bon, les gens consomment. Mais ils vont consommer aussi, enfin la gare du Nord, maintenant c'est fini, mais à la gare du Nord, mais ils pourraient consommer aussi. Et à un moment, on se dit que c'est une conception qui est très locale à chaque fois. La gare du Nord comme une entité, le Notre-Dame et son parvis comme une autre, les Halles. Et à chaque fois, ces petites îles ne communiquent pas entre elles. Et surtout, ça devient extrêmement monotone, puisque ce sont les mêmes opérateurs, donc les mêmes marques, et que vous soyez, alors là on en avait parlé en amont, mais que vous soyez dans un aéroport aujourd'hui, à Cap 3000, pas trop loin, etc., c'est les mêmes. Et alors avec des variations, ici vous aurez plus de Prada. C'est pas le problème du centre commercial, c'est qu'en fait, ils les font de la même façon. Ils sont faits de la même façon, et ils opèrent avec des... C'est très cynique, c'est-à-dire selon la capacité, les moyens des gens qui peuvent aller dans un centre commercial, vous allez avoir telle ou telle boutique. Hein. Donc Notre-Dame, 8 millions quand elle n'était pas brûlée, 8 millions de touristes, beaucoup d'Asiatiques, de Chinois, etc. Hop, on va mettre du Prada, etc. Si vous prenez un centre commercial près de Toulon, vous allez mettre moins de Prada et plus de Zara. Oui, alors arrêtons-nous donc sur la gare du Nord, là, pour être concret. Donc vous êtes opposés, vraiment, il y a eu des tribunes, voilà, il n'y avait pas que vous dans la tribune, mais vous étiez quand même le fer de lance, l'un des fers de lance, à ce projet de refonte de la gare du Nord. Mais quel était le problème, puisque vous venez de nous dire, les gens voyagent et tout, c'est normal qu'ils puissent acheter des choses avant de partir ou en arrivant. Écoutez, moi je pense que c'est une question aussi de considérer la ville non pas comme l'addition de petits quartiers, mais comme un ensemble. Il y a une forme de globalité, et c'est ça qui est intéressant, de complémentarité. Et là, on a l'impression qu'à chaque fois, on répète un peu les mêmes recettes. Et à la gare du Nord, je pense qu'il y avait un peu l'idée aussi de capter finalement ce qui est le sens de tout ça, capter l'argent qui passe. Mais en quoi c'est mal ? C'est ni mal ni bien. Le problème, c'est une question de proportion. C'est-à-dire que si vous captez les gens qui arrivent, les gens qui viendraient, qui auraient pu venir aux Jeux Olympiques, des millions de gens, et plus les gens qui déjà sont là, plus les banlieusards, on dit qu'il y a à peu près entre 700 000 et 900 000 personnes qui passent tous les jours là, et avec les Jeux Olympiques, il y en aurait beaucoup plus. C'est des gens qui ne vont pas dépenser leur argent ailleurs.
déjà. Donc, ils vont le dépenser là et pas Donc ailleurs. ça appauvrit finalement quoi, les autres centres dans la ville. Voilà, et c'est le même problème que dans les villes comme Nice ou, je ne sais pas, Paris ou Lyon, où une grande partie de l'activité commerciale est sortie des centres-villes, consomme beaucoup d'essence, etc., parce qu'il faut avoir une voiture pour aller faire ses courses, et qu'à la fin le commerce en centre-ville se réduit comme peau de chagrin, parce que c'est quand même plus facile d'aller faire ses courses en voiture que d'aller en centre-ville. Enfin, il y a une espèce de logique qui est très perverse dans tout ça. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que justement, dans la façon de penser une ville, vous le disiez avec toutes les images qu'on vient de voir, le lieu de l'amusement, du divertissement ou du questionnement de soi, comme disait Muriel Mayette tout à l'heure, de la culture, et puis justement le commerce tout autour. On pourrait... Là, je fais l'avocat du diable, hein, oui, non, mais je comprends. C'est bien parfois de le faire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, pour revenir à la gare du Nord, qui était le début du sujet, c'est qu'il y a... C'est une question de proportion. Bien sûr, si on peut avoir des commerces ou acheter je ne sais quoi en sortant de son train, c'est pas complètement idiot. Là où ça devient insupportable, je ne sais plus où est-ce que j'ai été récemment, à Venise, on vous oblige à traverser la zone commerciale à tel point qu'il y a des gens qui ne comprennent pas qu'il faut passer par là et qui sont là, mais où sont les zones d'embarquement? Ah, il faut passer là. Ah bon, oui. Donc, et qui croient qu'ils sont à Venise, en fait, parfois. Enfin, peut-être qu'ils croient qu'ils sont à Venise, je ne sais pas, j'en sais rien, s'ils sont vraiment très idiots. Mais non, il y a un espèce de souci. Ça devient, je pense, contre-productif. Moi, je ne suis ni pour ni contre le commerce. Je pense que ça devient contre-productif et on est un peu dégoûté. Il y a une espèce de dégoût qui naît de ça, de cette offre. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un peu trop les mêmes opérateurs, trop souvent. Ce sont toujours les mêmes. Est-ce qu'il y aurait moyen, donc on a bien compris, vous n'êtes pas contre le commerce, est-ce qu'il y aurait une façon de faire en sorte que les centres commerciaux ne se ressemblent pas, dans la mesure où quand même un centre commercial est un endroit où il y a quand même des boutiques qui s'alignent différentes et que c'est à peu près quand même les mêmes marques Alors déjà, ce que je voudrais dire, c'est que, et on le voit, les centres commerciaux ont été inventés par les Américains. Et, les fameux malls. Par le mall, donc c'était après-guerre. C'est lié à la banlieue, hein, c'est lié au développement des banlieues, donc il faut avoir une voiture, peut-être 2 voitures. Et c'était d'une certaine manière pour remplacer ce qui n'existait plus dans le centre des villes, ne serait-ce que parce qu'il y avait des lois de ségrégation à l'époque et qu'une partie du centre-ville n'était pas accessible à certaines populations. Donc c'est un contexte particulier. Il faut savoir qu'aux États-Unis, si ce modèle-là vient des États-Unis, aux États-Unis, ce modèle-là ne fonctionne plus. Donc on peut penser... Depuis quand? Depuis la pandémie, par exemple, qui pourrait expliquer aussi le commerce électronique qui fait qu'on ne va plus dans ces grands malls. Voilà. Alors, il y a 2 choses. Il y a des commerces qui n'ont pas leur place dans ces grands malls, qui sont des commerces qui cassent les prix, donc qui sont des commerces assez particuliers, qui ne sont pas dans ces malls-là parce que ça reste des endroits relativement chers. Et puis, le commerce par Internet a considérablement bouleversé la donne. Donc le mall est en perte de... Il est en perte de vitesse. Aux ouais. États-Unis, je regardais les chiffres, il y en a pratiquement 25% qui va disparaître dans peu de temps. En France, on en prévoit encore, malgré l'interdiction de l'artificialisation. Il y en a encore pas mal qui sont... Et quand on regarde les chiffres, j'ai regardé ça, c'est qu'aujourd'hui, la seule chose qui fonctionne, entre guillemets, dans les centres commerciaux en France, c'est l'alimentation d'une part, et puis le divertissement. Tous les autres secteurs sont en baisse. Pourquoi? Parce que les gens vont sur Internet, ou peut-être, et c'est ça l'hypothèse, sont en train de retourner dans les centres-villes. Parce que ça fait partie de la sortie du samedi ou du dimanche, parce que ceci, parce que cela. Et peut-être que ce modèle-là est tout simplement obsolète. Donc c'est complètement idiot de prendre un modèle obsolète et de le mettre en centre-ville. Parce que c'est français. C'est français. Voilà. On adore la France. L'erreur jusqu'au bout. Voilà. C'est le paquebot qui avance, mais on ne sait pas le retenir, quoi. Donc le paquebot, centres commerciaux, et il y a 2 zones, les zones d'activité, les centres commerciaux, c'est un peu différent. Il est parti, on n'arrive plus à le retenir parce que c'est une espèce d'habitude, en fait. On sait faire, on connaît les opérateurs, on connaît le modèle, jusqu'au moment où ça va s'arrêter. Et ça va se casser la figure. Et le modèle, justement, parce qu'on en parlait aussi, de cette végétalisation, justement, de parler, c'est vrai que la prise de conscience de l'écologie, au fond, relativement récente, en tout cas dans ces proportions-là,
Ça, c'est une vraie tendance lourde. Est-ce qu'on peut imaginer justement des nouveaux centres commerciaux différents, incluant justement ça a déjà été inventé en fait. Hein. Des jardins comme à Nice. Ceux-là, ils ont déjà été inventés. À Melun-Sénart, il y en a un qui est exactement sur ce modèle-là. Il y a même des gardiens qui sont à cheval. Vous voyez, ce modèle-là, c'est un architecte qui s'appelle Viguier qui en a fait. Ça existe déjà. Non, moi je pense que ce qu'il faut faire maintenant aujourd'hui, c'est, on parlait de redensifier les centres-villes, redensifier les centres commerciaux, rajouter des logements, les intégrer dans la ville. C'est dommage, évidemment, on essaie de limiter les destructions de bâtiments aujourd'hui. Peut-être qu'on peut réurbaniser progressivement ces zones-là, quitte à les démolir un petit peu si vraiment elles sont obsolètes. Mais moi, je pense qu'il faut arrêter ce modèle. Et surtout, il ne faut pas faire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui d'une certaine manière, c'est les mettre en centre-ville en se disant qu'en centre-ville, il y a une population captive où les touristes, qui sont finalement, voilà, sont là, et que c'est une erreur, parce que les touristes vont trouver ailleurs, y compris dans les aéroports, ce dont ils ont besoin. Je ne sais plus qui me parlait de Singapour. À Singapour, il y a une rue, il y a 5 Hermès dans la rue. Il y a, pardon, 5 magasins Hermès. Ah oui. Vous voyez, bon, au bout d'un moment, jusqu'où on va aller, quoi. On va... À la Samaritaine, vous avez les mêmes boutiques. Mais comment on fait pour concilier justement la préservation du patrimoine dans une ville qui en a et la redynamisation nécessaire de la ville? Parce que c'est vrai que souvent en France, on dit on ne veut pas de ville-musée. Avant, c'était la grande critique, on ne veut pas de ville-musée ou de... Eh ben, moi, je pense que c'est possible, mais il faut être inventif et il faut que ces structures-là, inventives, et que ces structures-là soient moins chères. Parce qu'un des paradoxes de ces centres commerciaux, et la gare du Nord n'aurait pas été, c'est que c'est assez cher. Donc en fait, ne peuvent accéder à ces espaces-là que des chaînes qui ont les reins solides. C'est pour ça qu'on est toujours les mêmes. Et je sais que la ville de Paris a essayé, et avec un certain succès, par exemple, à réintroduire des commerces alimentaires de bouche avec des artisans dans des espaces qui, si on n'avait pas fait l'effort, seraient devenus le énième magasin de souvenirs ou le énième magasin de la ville-musée. Tout à l'heure, Rudy Ricciotti parlait des normes. Voilà, les normes, voilà, on le sait, autre mal français, voilà, dont on dit que les normes empêchent, nous contraignent trop en fait, et touchent l'architecture, mais aussi plein d'autres domaines. Qu'est-ce que vous pensez justement? Il y a eu le label HQE, haute qualité environnementale aussi en France. Il y a maintenant une nouvelle réglementation, le RE 2020. D'ailleurs, Rudy Ricciotti en parlait, qui sera applicable, je crois, à partir de 2022. Il y a trop de normes ou au fond c'est aussi nécessaire, on est obligé d'en passer par là? Alors je pense qu'il y a deux questions. Sur la question des normes, franchement les normes, vous allez en Allemagne, c'est pareil, vous allez en Suisse, enfin dans tous les... Mais c'est pas une raison quoi. Non, mais dans tous les pays développés, il y a des normes. Pourquoi il y a des normes? Parce que quand vous achetez un produit, je sais pas, pour mettre sur votre mur et qui a marqué normes européennes, AFNOR si vous voulez en plus, vous êtes sûr qu'il a un certain nombre de garanties. Donc il y a des côtés positifs, il ne faut pas exagérer dans les normes. Non, moi ce que je pense qui est vraiment très compliqué, c'est la lourdeur administrative. Ça c'est autre chose. C'est-à-dire comment les normes sont appliquées, qu'est-ce qu'on vous demande. Dans la RE 2020, littéralement, on va demander aux architectes de participer à un processus de production d'informations dans un degré de précision hallucinant. C'est pas forcément ça qu'on a envie de faire. Voilà. Je voulais quand même 2 mots, il nous reste un petit peu de temps, sur la Défense. Vous avez écrit beaucoup sur ce quartier de la Défense, qui est, pardon, je quitte un peu Nice, mais en même temps, ça permet... Je dis toujours, regarder ce qui se fait ailleurs aussi permet de ne pas faire les mêmes erreurs, ou de faire quand il y a un bon exemple d'ailleurs. Est-ce que c'est le symptôme d'une tradition française, je dirais d'un bâti contemporain mal pensé, ou est-ce qu'il a des qualités cet ensemble? Écoutez, de toute façon, la question, c'est que, c'est une sorte de réponse qui est un peu... on ne pourrait pas faire la Défense aujourd'hui. Voilà. Parce que on ne pourrait pas faire la Défense aujourd'hui, et parce que la Défense, c'était la volonté politique d'un État fort qui pouvait s'émanciper complètement des volontés communales. Voilà. Et donc aujourd'hui, mis à part pour faire des aéroports, on a vu peut-être le problème de l'aéroport de Notre-Dame-de-Lande, mais aujourd'hui, l'État n'est pas présent à ce point-là sur l'aménagement. C'est quand même les maires.
Et on l'a vu, le maire est très content de ce Il y a des grands projets. Non, par exemple, si on pense à la tour Triangle aussi, c'est pas la Défense, mais c'est aussi des projets énormes. Et là, c'est la ville. Là, c'est la ville, ouais. Donc la Défense, c'était d'abord une opération d'urbanisme, avant d'être de l'architecture. Et cette opération d'urbanisme était beaucoup plus, entre guillemets, classique que ce qu'elle est devenue. Elle était assez... on l'a trouvée même presque trop organisée, trop monotone. Et assez rapidement, la Défense devient ce qu'elle va devenir aujourd'hui, c'est-à-dire une collection... pas si mal quand on la voit de loin, mais même quand on la voit de près, d'édifices qui sont tous un peu originaux. Ouais. Voilà. En fait, ça devient du patrimoine. Et ça devient du patrimoine, Ouais. ça a 60 ans, plus de 60 ans. Ouais. Au bout de 60 ans, on devient du patrimoine. Mais surtout, la Défense, aujourd'hui, c'est pour ça que c'est intéressant aussi, votre question, est-ce que la Défense est une erreur ou pas? C'est une question dont on a débattu dans les années 90. Et aujourd'hui, on n'en débat pas, on n'en débat plus de la même manière, parce que la Défense, d'une certaine manière, a pris sa place comme quelque chose qui est profondément original. Oui, mais donc finalement, ça justifierait toutes les bêtises. Non. Si on voulait Non. se dire, au fond, finalement, le temps fera que même un truc totalement... la tour de Pise, quoi. Non, oui. Elle est de travers, Oui. mais en fait, c'est tellement génial. Parce que vous confondez la Défense et les tours. En fait, la Défense était composée d'immeubles bas, au départ, et de tours. Les immeubles bas étaient réservés au logement, les tours étaient réservés aux bureaux. Donc c'était un système ultra rationnel, qui n'a pas été suivi finalement, parce que finalement on a fait des tours avec des logements et des immeubles bas pour les bureaux. Mais c'est une opération d'urbanisme. Après, la question que vous posez, c'est celle des tours. Alors il y a un architecte anglais qui malheureusement est mort, qui s'appelle James Stirling, qui avait dit « La Défense, c'est formidable, j'adore. C'est ce qui a permis à Paris de ne pas être détruit comme on a détruit Londres. » Vous voyez. Donc on peut aussi renverser l'argument en disant on avait besoin de ces immeubles-là parce que c'est l'économie des services et de l'information. Londres l'a fait à l'intérieur, c'est ça. Et Londres, on l'a fait à l'intérieur. Alors justement, on peut se dire aussi parfois, et on va parler d'une tour puisque vous lancez le mot, vous défendez au sein de votre agence le mot d'ordre privilégier ce qui est déjà là, et vous l'avez redit tout à l'heure. Est-ce que vous êtes effrayé justement par ce grand projet architectural type tour Triangle? Parce que là, c'est la ville. Alors la tour Triangle, moi je pense que c'est un peu effectivement quand même, malgré tout, cette espèce d'histoire du paquebot français qui a du mal à s'arrêter. On a lancé un paquebot, voilà, et puis après on se dit mais peut-être que c'est idiot, peut-être. Moi ce que je pense très honnêtement, c'est qu'il y a une grosse erreur aujourd'hui dans la politique qui est menée par la ville, c'est qu'à chaque fois on fait comme si le périphérique était une frontière qu'on ne peut jamais traverser. Pour moi, Paris, entre guillemets, c'est le Grand Paris. Donc cette tour-là, peut-être qu'elle serait très bien un peu plus loin, où on a besoin d'activité, d'intensité, etc. Là, on en a déjà de l'intensité, de l'activité. Pourquoi est-ce qu'il faut en rajouter là? Parce qu'on est dans la limite administrative de la ville de Paris. Voilà la raison. Vous voyez, c'est ça qui est La tour elle-même, c'est des très bons architectes. Herzog de Meuron, parmi les meilleurs peut-être aujourd'hui. Donc c'est pas le problème. Mais pourquoi là? On leur posera la question. Pour terminer, tout à l'heure, on a eu le droit, grâce à Muriel Mayette, à une citation de Beckett. Moi, je voudrais citer quelqu'un, un jeune écrivain. C'est un peu comme le petit journal qui parlait de la France moche dont on parlait, un petit écrivain qui s'appelle Proust, Marcel Proust. Dans Le Temps retrouvé, il y a une phrase en fait que vous citez à l'orée de votre livre La Fabrique du bonheur, paru aux éditions Marseillaises. D'ailleurs, je lis parenthèse. Les vrais paradis sont ceux que l'on a perdus. J'espère que ce n'est pas votre regard sur la ville désirable, ça, un paradis perdu. Je pense que c'est le regard que l'on a quand on est dans ce désir des villes. On recherche des paradis perdus, on recherche des odeurs qu'on a perdues, on recherche... Oui, je crois, oui. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de la nostalgie. Ouais. Est-ce que ça correspond à Nice ou... Nice est une ville où je pense ça s'applique tout particulièrement. Et je pense que la ville, d'une certaine manière... essaie aussi de surmonter ça, une espèce de ce paradis perdu je pense. Ouais. Après le paradis perdu, il y a le temps retrouvé. Voilà, chez Proust. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça nous fait réfléchir. C'est génial de finir par Proust cette première matinée. Merci beaucoup à vous. Merci Christophe. On se retrouve à 14h si vous êtes toujours OK. À tout à l'heure.